Bonjour et bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait rentrer le cours d'histoire-géographie dans votre maison. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement à la classe de 5e et nous sommes de nouveau dans un thème d'histoire. Nous avons vu dans un premier temps, dans le thème 2, Société, Église et pouvoir politique dans l'Occident féodal entre le 11e et le 15e siècle, les campagnes, la vie dans les campagnes, les paysans, les seigneurs, mais également les nouvelles sociétés urbaines, comment les villes se développent avec les bourgeois et le commerce. Si vos souvenirs de début d'année sont encore frais, vous vous souvenez que Charlemagne fonde un véritable empire inspiré de l'Empire romain d'Occident et qu'il a une administration solide. Néanmoins, ses petits-fils, n'arrivant pas à s'entendre, vont diviser le royaume en trois, ce qui va l'affaiblir. Les Vikings, au 9e siècle, ainsi que les musulmans, vont faire des incursions dans le royaume et donc renforcer cet affaiblissement. Le roi de France n'arrive pas à défendre convenablement le royaume et va remettre son autorité à certains seigneurs qui ont de l'argent, qui ont des chevaliers, qui vont défendre leurs paysans, leurs seigneuries, et ils vont donc devenir de plus en plus puissants. Et dans le même temps, le roi de France de s'affaiblir, tout du moins. Et au moment de notre chapitre, ici, traitant de l'affirmation de l'état monarchique dans le royaume des Capétiens et des Valois, à l'avènement du Capet en 987, le roi de France n'a qu'un petit pouvoir sur ce que l'on appelle le domaine royal. C'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante. Dans cette capsule, nous sommes toujours dans le programme d'histoire de 5e, dans le thème 2 notamment, qui porte sur société, église et pouvoir politique dans l'Occident féodal entre le 11e et le 15e siècle. Le chapitre qui va nous intéresser ici est le chapitre 3, qui est celui de l'affirmation de l'état monarchique dans le royaume des Capétiens et des Valois. Pour étudier ce chapitre, on va se poser la question, la problématique suivante, comment cet état monarchique s'affirme-t-il en France du XIe au XVe siècle? Pour tenter d'y répondre, nous allons voir dans un premier temps que les premiers Capétiens sont des rois faibles, notamment entre le Xe et le XIe siècle. En 987, les seigneurs du royaume élisent Hugues Capet comme roi de France, mais lui, comme ses premiers successeurs, ont bien peu de pouvoir. Ils n'exercent véritablement leur autorité que dans le domaine royal, un petit territoire qui s'étend de Paris à Orléans et sur lequel ils rendent la justice et prélèvent leurs taxes. Les seigneurs sont donc peu disposés à obéir au roi, car leurs fiefs sont plus vastes que le domaine royal. Pourtant, le roi se distingue des autres grands seigneurs. Il n'est le vassal de personne. Il est sacré dans la cathédrale de Reims, ce qui montre que son autorité vient de Dieu, et il fait couronner son fils aîné de son vivant, fondant ainsi une dynastie qui transmet le pouvoir de père en fils. Alors si, entre le Xe et le XIe siècle, les premiers rois capétiens sont des rois plutôt faibles, nous allons voir l'évolution entre le XIIe et le XIIIe siècle, qui nous voit passer d'un roi féodal au véritable souverain. Au XIIIe siècle, le pouvoir royal s'accroît. Philippe Auguste, qui règne de 1180 à 1223, agrandit le domaine royal par la confiscation des fiefs de son puissant vassal, le roi d'Angleterre, Jean sans Terre. Il impose également son autorité aux seigneurs français alliés au roi d'Angleterre en les battant lors de la bataille de Bouvines en 1214. Enfin, il améliore l'administration royale dans la capitale et dans les provinces en nommant baillis et sénéchaux, hommes de confiance chargés de la justice, des finances et de l'armée. Louis IX, dit Saint-Louis, qui règne de 1226 à 1270, renforce l'administration royale et impose sa monnaie, sa justice, ses ordonnances, donc c'est-à-dire ses lois, dans tout le royaume. La justice du roi tend à remplacer celle des seigneurs. Philippe le Bel, qui lui règne de 1285 à 1314, s'entoure de légistes et va créer les États généraux, c'est-à-dire une assemblée des représentants de l'Église, des seigneurs et des bourgeois, qui est réunie par le roi pour faire accepter sa politique. Par leur autorité renforcée sur le royaume, les rois en deviennent véritablement les souverains. Et c'est ainsi qu'entre le XIVe et le XVe siècle, on voit naître un véritable État monarchique. En 1328, le pouvoir royal passe aux Valois, une branche cousine des Capétiens. Mais Édouard III, petit-fils de Philippe le Bel par sa mère et roi d'Angleterre, revendique la couronne de France. C'est le motif de la guerre de Cent Ans, qui va durer de 1337 à 1453, durant laquelle le pouvoir royal est contesté et le royaume de France menacé de disparition. Charles VII,
qui règne de 1429 à 1461, écarté du trône, est sacré roi de France avec l'aide de Jeanne d'Arc, des seigneurs français et des villes qui lui sont loyales. Il reconquiert son territoire par la création d'une armée royale permanente et va rétablir la monarchie. Louis XI, qui lui régnera de 1461 à 1483, triomphe des seigneurs les plus puissants du royaume qui menaçaient son autorité et agrandit le domaine royal. Il accroît ses ressources par la création des impôts royaux. Le royaume devient alors un État sous l'autorité du roi, entouré de conseillers à Paris et de représentants dans les provinces. Je vous remercie de votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Désormais, vous pouvez vous rendre sur Periscola pour prendre connaissance des différentes activités, les activités obligatoires bien entendu, puis celles intermédiaires et experts pour ceux qui veulent aller plus loin. Si vous voulez continuer à suivre l'actualité de la salle 312, je vous invite à mettre un petit pouce sur la vidéo, me suivre sur Twitter et continuer à vous rendre sur Periscola pour voir toutes les nouvelles activités, les nouveaux chapitres qui vont être publiés d'ici la fin de l'année. Je vous remercie.